Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de nos entretiens de la quarantaine. Nous sommes aujourd'hui le 14 avril 2020 à date d'enregistrement. La France est toujours confinée et nous recevons pour faire le point Nicole Delépine. Bonjour Madame Delépine. Bonjour, merci de nous écouter. Alors, je vous présente rapidement, vous me direz s'il y a une erreur, mais normalement, vous pourrez rectifier si jamais il y a besoin. Vous êtes ancien médecin hospitalier, aujourd'hui à la retraite, spécialisé dans la pédiatrie et la cancérologie. Vous avez à ce titre dirigé l'Union fonctionnelle de cancérologie de l'adolescent et de l'adulte jeune de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, jusqu'à sa fermeture en 2014. Vous vous battez depuis plus de 20 ans pour améliorer la prise en charge des malades atteints du cancer. Et pour sensibiliser le grand public à ce sujet épineux, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont une bonne partie avec votre mari, Gérard, qui est, je crois, pas loin de vous à ce moment-là. Donc, qui est à côté, qui est orthopédiste et chirurgien orthopédiste, oncologue et surtout statisticien. Là, en ce moment, c'est vachement utile par rapport aux données du Covid. Ah oui, on va en parler tout à l'heure. Je cite quelques-uns de vos ouvrages. Ma liberté de soigner en 2006, La face cachée des médicaments en 2011, Le cancer, un fléau qui rapporte en 2013. Et alors, il y en a d'autres évidemment, mais plus récemment, on pourrait citer Soigner ou obéir, première mesure urgente Ouais, ça, pour éviter le naufrage en 2016. Expliquerait. Voilà, ça explique soigner, obéir, la circonstance. Pardon ? Je dis soigner, obéir décrit bien le problème majeur dans lequel on est en ce moment et qui se révèle avec la crise virale actuelle. C'est-à-dire la perte de liberté de soigner des médecins et par exemple la perte de liberté des médecins de prescrire un médicament qui est commercialisé depuis 70 ans, c'est quand même assez caractéristique de l'étatisme dans lequel on a sombré. Mais alors on va y revenir. Justement, faut quand même rappeler que, du coup, je l'ai précisé en introduction, nous sommes le 14 avril. Hier, il y avait l'allocution du président Macron. Il a reconduit le confinement, dont vous êtes par ailleurs une contestataire vigilante. Alors, on va y revenir un peu plus tard dans l'entretien. Est-ce que, pour commencer, vous auriez un commentaire à faire sur cette allocution présidentielle ? Comment est-ce que vous l'avez trouvée ? Bon, écoutez, je ne vais pas commenter la forme, mais par contre, sur le fond, j'étais tout de même contente qu'il ait décidé de libérer les écoles à partir du 11 mai. J'espère bien qu'il ne va pas se laisser influencer par tous les gens qui l'entourent autour, parce qu'il est très, très important que les enfants et les adolescents puissent retrouver le chemin de l'école pour se retrouver entre eux, parce qu'ils supportent de plus en plus mal, les gamins aussi, cette espèce de confinement, plus ou moins douloureux en fonction des conditions, mais toujours très douloureux quand même, l'interdiction de sortir, de l'emprisonnement, alors qu'ils n'ont pas mérité d'emprisonnement, tous ces gamins, il est capital. Donc je dis qu'il est très très important et je suis contente d'en parler parce que j'ai vu quand même beaucoup de profs, de politiques, de tout ce qu'on veut, affolés en disant les enfants vont retourner contaminer les profs. Alors je le dis, et c'est peut-être vraiment un des messages les plus importants du jour, c'est que les enfants entre 0 et 19 ans ne contaminent pas les adultes, pour la bonne raison d'abord qu'ils ne sont pas porteurs sains, ils ne sont pas contaminés. Donc on nous dit qu'ils sont porteurs sains, ils font des maladies bénignes, c'est pas ça du tout, ils ne sont pas contaminés, ils ne sont pas porteurs du virus, sauf 2%, on va dire, entre 0 et 19 ans, les 2% c'est plutôt les 15-19 ans, mais enfin dans le groupe 0-19 ans, c'est 2%. Donc 2%, et de toute façon, les enfants ne contaminent pas les adultes. À la limite, c'est les adultes qui ont contaminé ces 2%. Donc c'est important pour rassurer les gens qui sont en crèche, le personnel, les profs, etc. Bon, les profs, oui, ils pourront peut-être se contaminer entre eux, mais les profs, il suffira que les profs mettent quelques masques. C'est quand même moins difficile de mettre des masques à des profs qu'à des nourrissons de 6 mois. Donc vraiment, il faut que les gens se rassurent, il faut ouvrir toutes ces structures-là. Les gamins en ont besoin et il n'y a pas de danger. Alors vraiment, je trouve ça très très important. Je suis très triste que ce matin, à force de tweets contre cette décision, de peur, parce qu'ils ont réussi à avoir une telle hystérie collective dans la population que les gens ont tellement peur qu'ils ne veulent plus revenir aux choses normales. On est en prison, on est enfermé, c'est quand même complètement anormal. Et en plus, il faudrait que ça dure. Donc, c'est important de rassurer tout le monde, de dire non, les enfants ne contaminent pas les adultes, non, ils peuvent retourner à l'école, ils ne vont pas entraîner une hécatombe chez les profs. Donc, c'est quand même, et en plus, comme ils seront plus ils seront plus enfermés, confinés, avec des fois peu de place pour beaucoup de gamins, ils auront encore beaucoup moins de risques de tomber malades. Donc, il faut vraiment rassurer la population là-dessus. C'est vraiment un message capital du jour.
façon, on va revenir, je comptais revenir au confinement dans la deuxième partie de l'entretien. Ouais, mais ça vraiment, Euh, c'est le message capital qu'il faut qu'ils entendent. on pourrait commencer rapidement. Alors, on n'a pas énormément de temps, donc se lancer dans un état des lieux de l'hôpital public, ce serait ni le moment ni l'endroit. En revanche, c'est vrai que vous faites partie de ceux qui ont annoncé quelque part et dénoncé le démantèlement de cet hôpital public, transformé, il faut le dire, un petit peu en start-up par l'idéologie régnante, hein, c'est-à-dire Ah bah, complètement, ouais, ouais, logique absolument. managériale à tous les étages, Managérial, ouais. indicateur de L'hôpital est une rentabilité, entreprise, voilà, c'est ça. coupe L'hôpital est une budgétaire, entreprise. une vision assez techniciste de la santé. Est-ce que vous pensez qu'au moins l'épidémie actuelle n'aura pas eu le mérite de mettre en lumière, on va dire, l'incommensurable gâchis organisé depuis près de 40 ans? Je suis pas très optimiste là-dessus, hein, parce que les gens ils réclament toujours de l'argent des postes, mais ils voient pas que si on réclame de l'argent des postes, il va y avoir des postes de plus pour des managers, pour des conseillers, pour des technocrates. Donc il faut vraiment que le système soit vraiment remis à plat et qu'on revienne, je vais dire, avant 96, c'est-à-dire avant les ordonnances Juppé qui ont mis en place les agences régionales de l'hôpital, qui ont été suivies par le plan cancer qui a complètement régenté tout ce qu'on pouvait faire pour les cancers et on n'a plus aucune liberté de soigner. On est sous les ordres et les protocoles de l'Institut national du cancer qui évidemment dépend du ministère. Et évidemment, après le cancer 2003, on a eu, je saute beaucoup de décrets et tout qui ont aggravé les choses, mais on a eu en particulier quand même la loi 2008 HPST, Hôpital Santé Territoire de Madame Bachelot. Hein, quand même, c'est une loi dont les gens s'étaient quand même battus et qui avait instauré en particulier les agences régionales de santé qui remplaçaient les agences régionales d'hospitalisation, c'est-à-dire la mainmise non seulement sur l'hôpital public, mais maintenant sur tous les hôpitaux privés, enfin, et les médecins libéraux. Et puis, ça s'est aggravé, ça s'est mis en place tranquillement en 2010-2011. Et puis, évidemment, le cerise sur le gâteau, ça a été la loi Touraine. Je l'appelle Touraine-Véran maintenant, parce qu'il faudra quand même que les gens se souviennent que le rapporteur, c'est notre actuel ministre de la Santé. Et qui ont finalement fait une loi absolument épouvantable dans laquelle ils enlevaient les trois quarts des libertés des médecins. Et ils ont l'acte 1 l'article 1 de cette loi dit que c'est l'État qui fait les choix de santé. On voit bien, c'est toujours l'État maintenant qui décrète qu'il faut vacciner avec tel truc, etc. Donc vraiment, il faut, je suis désolée pour les députés, mais il faudra vraiment revenir en arrière de toutes ces lois liberticides qui ont cassé le système de santé qui marchait. Rappelez-vous, en 1998 à peu près, donc au moment où il a fait les lois, les agences régionales d'hospitalisation, eh bien, on était au premier rang des systèmes de santé du monde, tant sur la qualité des soins, des équipements et tout ça, que sur aussi la palette des gens qui pouvaient bénéficier de la femme de ménage au président de la République. Tout le monde pouvait bénéficier de ces soins-là. Et ben voilà, ils ont tout détruit pour faire de l'hôpital une entreprise. Rappelez-vous Sarkozy dans les 2007, parce que lui, il avait parlé très fort, alors c'est moins bien, mais enfin, en gros, le système, c'était effectivement l'hôpital est une entreprise. Donc, on fait du management comme à Orange, à France Télécom ou autre, où on a vu le nombre de suicides au passage, et on a vu apparaître effectivement à partir des années 2000 beaucoup de suicides dans les hôpitaux pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire que brutalement, au lieu de soigner ses patients, on devait faire plaisir au directeur et faire un grand nombre d'actes, choisir tel malade à soigner plus qu'un autre, etc., et aussi bien en public qu'en privé. Donc vraiment, et ça c'est ce qu'on raconte, si je me souviens bien, dans Soigner ou obéir, si les gens cette année veulent comprendre, parce qu'à l'époque, ça n'a pas intéressé tellement les choses. Les gens s'intéressent plus aux médicaments qu'on peut leur donner aux autres. Mais là, il faut qu'ils comprennent pourquoi il est cassé, l'hôpital, et pourquoi l'hôpital public comme privé, la médecine libérale sont cassés. Et s'il y a vraiment des politiques qui veulent remonter ça, il faut qu'ils remontent, qu'ils assimilent, qu'ils annulent toutes ces lois liberticides et qui ont mis en place les technocrates comme directeurs de la santé à la place des médecins. Même les médecins, vous voyez bien, il y a encore quelques mois, il y avait tout un tas de médecins hospitaliers, chefs de service qui ont démissionné. Bon, ils avaient mis du temps à réagir, tous ces gens-là, mais enfin, néanmoins, ils réagissaient là, juste avant cette crise. Finalement, ce que vous nous décrivez là, c'est une opposition, je crois que vous reconduisez dans vos analyses par ailleurs, entre une médecine clinique qui était la médecine hippocratique, hein, également, on parlait de médecine hippocratique, c'est-à-dire la médecine
ancestrale, la médecine qui soigne, la médecine proche des patients, qu'on oppose à une médecine très théorique, algorithmique, faite de Quantitative, mathématiques, voilà, ou quantitative, oui, c'est au ça. lieu de mettre. Absolument, ben, c'est tout à fait le problème qui se pose avec le professeur Raoult, d'ailleurs, hein, parce que lui, il dit, moi, j'ai des malades en face de moi, j'ai un traitement qui, grosso modo, va en guérir, en tout cas la grande majorité, pourquoi je ne leur donnerais pas et j'attendrai le résultat éventuel d'essais thérapeutiques en privant la moitié des patients de ces scènes de guérir. Donc franchement, il a tout à fait raison et c'est effectivement la médecine clinique hippocratique et qui a été remplacée à partir effectivement des années 2000 par une médecine quantitative dont il y a un représentant là dans le conseil scientifique, je crois, Daniel Benamouzik, je crois, qui est sociologue et qui a très bien, qui a fait sa thèse sur le sujet, donc remplacer effectivement la médecine. Allez, comment on pourrait dire non, mais approximative, voilà, c'est comme ça qu'ils nous traitent. Vous voyez un malade, vous dites, oh, c'est ça qui va marcher. Bah oui, mais si on guérit, il est content le malade. Hein. Ah non, eux, ils veulent des essais thérapeutiques, enfin, ils veulent faire de la science, et la médecine, c'est pas de la science. Je passe mon temps à dire que la médecine, c'est C'est un un art art, oui, bien qui est sûr. relativement fondé en partie sur la science, mais pas seulement sur la science. Il y a tout le côté relationnel, affectif avec le malade qu'on doit prendre en compte. Donc effectivement, mais d'ailleurs les médecins, enfin les gens qui, je ne dis pas les médecins, en gros c'est essentiellement pas des médecins qui défendent cette médecine quantitative, ne sont pas la plupart du temps médecins. Ils sont sociologues, économistes, et parfois il y a quand même des médecins dans le lot, mais alors c'est des médecins de santé publique, c'est-à-dire c'est des gens qui ne voient pas de malades. Des virologues à la rigueur qui ne voient que des virus dans les éprouvettes, mais qui ne voient pas de malades. Je veux dire, c'est essentiellement des chercheurs et pas des cliniciens. Et quand par hasard, vous avez un clinicien, il est vraiment très isolé, hein, un généraliste qui va s'occuper de la fin de vie, ou trucs comme ça. On va lui laisser un petit peu de liberté sur un petit domaine, et puis le reste du temps, bah, il faudra qu'il écoute les grands professeurs du conseil scientifique. Donc, je veux dire, c'est tragique. Mais c'est une évolution, si vous voulez, qui se fait depuis 2000 et qui, évidemment, là, avec le président actuel, avait pris toute son ampleur, puisque lui, il adore non seulement les technocrates, mais surtout la technologie, l'intelligence artificielle, tous ces machins-là, ça doit lui plaire. Hein. Donc, il faut vraiment revenir à une vraie médecine, c'est ce que veulent les gens. Hein. Oui, d'ailleurs, les gens n'ont pas compris pour la plupart, moi, ceux que j'ai entendus, pourquoi effectivement dans un conseil, alors effectivement, c'est pas conseil médical, c'est conseil scientifique le nom, mais on trouvait des sociologues, des anthropologues, oui, ça fait sérieux, mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de médecins là-dedans. Bah, ça fait pas sérieux du tout si on veut prendre des décisions médicales auxquelles ils connaissent rigoureusement rien. Donc c'est tragique effectivement que la médecine ait été prise en main par des scientifiques ou pseudo-scientifiques, enfin peu importe, mais en tout cas pas des médecins. On va dire qu'ils étaient des scientifiques, mais pas des médecins. Donc s'il n'y a pas de médecin, on ne sait pas ce que les gens ont besoin pour guérir, on ne sait pas ce que c'est qu'un malade qui est en train de claquer à côté de vous et auquel vous dites « Ah bah non, je vais te tirer au sort, mon bonhomme ». Voilà, bon, ça, c'est pas possible. Bah oui, c'est un peu ça quand même. Hein. Ils sont en train de raconter qu'il faut tirer au sort les malades, mais bon, on sait quand même que la plupart des grands profs, en tout cas de la science publique, ont quand même un petit peu de chloroquine sous la main pour eux. Hein. Parce qu'il ne faut pas tirer au sort tout le monde quand même, ça va pour le gueux, quoi. C'est Patrice Pelou qui le dit, hein, donc bon, j'ai pas une amitié particulière pour Patrice Pelou, mais enfin il est quand même bien informé. Il dit qu'effectivement, puis on sait bien, on arrive à le savoir, à chaque fois qu'il y a une personnalité qui sort de l'hôpital un peu âgée, on arrive à 77 ans, il a eu le droit d'aller en réa à Pompidou, et puis la personne dit, ah bah finalement ils m'ont donné de la chloroquine, bon, ça va quoi, faut arrêter. Faut libérer, moi, je leur en veux pas qu'ils aient de la chloroquine, mais qu'ils libéralisent pour tout le monde, quoi. Oui, puisqu'on a quand même l'exemple de monsieur Pierre Ostaffer. Alors, je ne voudrais pas écorcher son prénom. Celui-là, je n'ai pas entendu, ouais. Si, le chef du service aux urgences de la Pitié-Salpêtrière, là, qui face à David Pujadas, qui lui demandait s'il conseillait la chloroquine pour ses proches, éventuellement, a dit non, non, surtout pas, et qui a avoué 10 secondes plus tard dans la conversation qu'il en avait pris lui-même 2 semaines auparavant sur conseil de son infectiologue et qu'il avait été donc lui-même traité à la chloroquine, mais que par contre il préconisait pas pour les autres.
Donc Oui, c'est c'est ça, être exactement dans la lignée iconique. de ce que vous Oui, venez de c'est dire. ça, c'est ça, mais c'est tout le temps. Hein. Moi, je veux dire, toutes les personnalités que j'ai vues passer à la télé ou faire des tweets en disant oh, merci docteur, j'ai guéri. Et puis 2 jours après, tiens, vous vous dites alors il en a eu de la chloroquine. 2 jours après, on l'apprend par un troisième tweet ou quelqu'un a dû lui faire avouer, je sais pas moi. Mais c'est hallucinant. Mais Hallucinant. Moi, je ne demande pas qu'on le donne automatiquement, je demande que le médecin dans un colloque singulier avec son patient, puisse prescrire ce qui lui paraît le plus utile. Bon, si le patient veut, a priori, voudrait bien de la chloroquine, il essaie d'en avoir, hein, et puis c'est marre. Et s'il veut être dans un essai, là, tirant au sort Discovery qui donnera rien, c'est son droit le plus entier. Mais ce qu'il faut, c'est que le médecin généraliste ait le droit de soigner son patient avec toute la liberté qu'il y a. Oui, parce qu'en fait, vous parlez Possible. de ce point de vue-là d'un consentement éclairé de la part du patient. Il y a beaucoup de gens qui, Complètement. eux, parlent de populisme sanitaire. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est de Bon, dire écoutez, les ouais. gens ne savent ni connaissent que dalle de toute façon. Bien sûr, C'est mais pas comme eux c'est qui vont leur peau, ils choisir. sont plus populistes. Ouais, quand ils sont plus leur peau, je suis sûr ils traitent plus être populistes. Hein. Moi, je peux vous dire que je reçois toujours, pourtant ça fait quand même quelques années finalement que je suis plus en service, un nombre de mails tout à fait fabuleux de gens qui me disent on m'a proposé ça, qu'est-ce que vous en pensez, Madame de Lépine, etc. Comme c'est leur peau, il n'y a plus de populisme pour savoir si on rentre dans un essai thérapeutique ou pas. Hein. Donc là, je ne sais pas si c'est les gens qui disent vraiment ça ou si c'est plutôt les bons journalistes médiatiques Ah au non, non, service c'est de… les journalistes, je vous confirme, c'est pas les Oui, gens. c'est Non, c'est pas ça. les gens, Oui, c'est les c'est ça. journalistes qui considèrent Les que. journalistes, ils sont au service ils sont au service de Big Pharma, ils sont au service de Remdesivir et de Gilead. Ils voulaient absolument mettre sur le marché ce Remdesivir et il fallait évidemment… Alors, Raoul qui arrive avec sa chloroquine à 2 euros, franchement, c'est pas sérieux. Oui, alors Donc, justement, ça, on va essayer il s'est d'y vraiment fait revenir. démolir. Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit point sur Raoult? Alors, vous avez peut-être trouvé le parallèle grandiloquent ou inapproprié, mais quand je m'intéresse à votre biographie et à celle de Monsieur Raoult, je vois des points de convergence sur la manière de pratiquer, comment dire, de remettre en cause un certain establishment, de privilégier justement comment dire, la médecine hippocratique, ce qu'il fait lui également. Et ces médecins-là ont en général la sympathie des gens, tout simplement, ce qui est votre cas à vous dans votre parcours personnel, ce qui est le cas du professeur Raoult actuellement, qui est quand même, c'est assez hallucinant de voir la popularité qu'il a auprès Oui, des les gens, gens tout sentent simplement. bien, qu'ils ont envie de traiter les malades. Oui, c'est très flatteur que vous compariez nos biographies, mais c'est vrai quand même que nous, quand on a vu son histoire, on a fait un parallèle, d'ailleurs, je crois qu'on a décrit dans un des premiers papiers qu'on a fait, peut-être le papier qu'on a fait sur l'essai Discovery qu'on a dû publier sur Agorabots, et on a expliqué que vraiment, ça ressemblait, nous, dans les années 85, 86, on s'est mis à traiter les ostéosarcomes, donc les cancers de l'os dont mon mari sauvait la jambe, mais nous, on essayait avec mon équipe de faire des bonnes chimios. Et ce protocole qu'on n'avait d'ailleurs pas inventé, hein, c'était, on suivait notre ami Gérald Rosen, qui était à New York. Bon, on l'a un petit peu amélioré, etc., mais enfin, peu importe. Et avec ça, on guérissait à peu près 90% des patients. Mais évidemment, on ne les tirait pas au sort. Hein. Vous avez un gamin qui arrive avec une tumeur osseuse, on leur dit ailleurs, il faut être amputé. Nous, on dit non, on ne veut pas l'amputer. D'abord, on va lui donner une chimio qui marche pour lui sauver la vie. Et comme ça, Gérard va en plus pouvoir sauver la jambe et tout le monde sera content. Ils sont là 30 ans après pour en témoigner si vous en voulez au téléphone. Il y en a plein. Et effectivement, on s'est fait démolir à partir de cet épisode-là. On a eu le malheur d'aller présenter ses premiers résultats, je me souviens, en Hongrie, à Budapest, hein, je crois. C'est plus quelque chose comme ça, un congrès européen, et là on s'est fait traiter tous les noms en disant ouais, c'est 10 malades, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, mais enfin, moi j'avais traité 10 malades aussi dans les 2-3 ans précédents avec le protocole européen et on les voyait tous plaquer les uns après les autres. Alors, c'est exactement ce que dit d'ailleurs notre ami Raoult. Il dit surtout en infectiologie, tous les malades éclatent tout votre nez et puis vous arrivez avec un médicament sur une infection et ils vont tous bien. Il n'y a pas besoin de 25 000 malades pour voir que ça marche un peu quand même ou beaucoup. Et nous, c'est exactement ce qui s'était passé. Voilà. Et puis 30 ans après, on a toujours les mêmes résultats sur ces malades, en tout cas qu'on surveille encore longtemps après, avec qui on est en contact. Et actuellement, malheureusement, ils ont réussi, quand ils ont réussi à fermer notre service, à éliminer ce protocole qui était simplement
adapté à chaque patient. Vous avez une tumeur qui ne fondait pas, ben vous augmentiez le taux la dose de médicaments, etc. Et ben, ils ont réussi à supprimer tout ça. Actuellement, les gens qui ont des tumeurs osseuses, ben, ils sont entrés automatiquement dans les protocoles du monopole de la Société française d'oncologie pédiatrique ou européen. Oh, s'ils ont 60% de guérison, je vais être vachement optimiste. Et puis surtout, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont quand même largement amputés maintenant, parce que comme avant la période de 85, quoi. Ce qui est quand même monstrueux, quoi, monstrueux. Et c'est même pas qu'il n'y a pas de gens encore capables de recevoir la jambe, mais ces gens-là reçoivent en général une lettre de l'ARS en disant vous n'avez pas le droit de soigner les enfants de moins de 18 ans, etc. Donc maintenant, quand on a une tumeur osseuse qui va être un gamin qui a une tumeur osseuse qui va être amputé et dont les parents ont envie de se battre, et ben on les envoie à l'étranger. Oui, parce que ce que vous dites là, c'est que on a parlé aussi d'ailleurs de l'argument un peu de Raoult, c'était de dire que, alors pas le sien personnellement, mais ce qui a été repris, c'est la médecine de guerre. C'est un peu votre cas également quand vous avez des enfants qui arrivent et il n'est pas question de savoir s'il y a des groupes témoins ou pas de groupes témoins. Oui, il est je suis question d'accord, d'essayer mais de c'est sauver même de la l'enfant. médecine. C'est même de la médecine. Il est très diplomate, notre ami Raoult, donc il sait bien présenter les choses. Enfin, la médecine normale, quand vous avez un malade devant vous et que vous avez une chance de le sauver avec en plus des médicaments qui sont pas tout de suite bien connus et sur le marché depuis 70 ans, on voit vraiment pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de le faire. Je veux dire, avant, c'est le contraire qui aurait été en cause. Avant les années 2000, ils auraient été poursuivis pour non-assistance à personne en danger. Et c'est l'arrêt de 1936, je crois qu'il y a eu un premier procès où c'était un médecin qui n'avait pas donné tous les moyens connus. Et donc, vous étiez condamné pour ne pas avoir donné tous les moyens en fonction des données acquises de la science. On ne vous demandait pas forcément de réussir, mais vous deviez utiliser les données connues en fonction des données acquises de la science. Or là, ils ne font pas les données connues en fonction des données acquises de la science, puisque ils font des essais qui ressortent, etc. Et puis ils veulent pas tenir compte de ce que Raoult dit. Et en plus, ils font soi-disant, ils font croire au peuple, là, le populisme, tout ça, au peuple qu'ils essaient de voir si le traitement de Raoult marche, et de façon extrêmement médiocre quand même. Il faut descendre très bas pour faire des choses comme ça. Ils mettent un bras chloroquine ou ils mettent pas la bonne dose, ils le mettent tout seul, et en plus ils donnent tardivement alors que lui a dit que ça ne pouvait pas servir tardivement. Il n'y a plus de virus. Donc après, Oui, ça, on voit des gens sont en insuffisance respiratoire. Et ben, c'est l'essai c'est l'étude Discovery. Discovery où effectivement, Voilà, mais en fait, les il y autres a. aussi. Ils ont fait D'accord. aussi un Covid où ils ont fait le même cinéma, c'est-à-dire qu'ils donnent la dose inférieure et aux malades âgés et tardivement. Oui, Bon, il y a trois problèmes, c'est ça, dans l'étude. C'est-à-dire qu'ils utilisent la chloroquine pas à la bonne dose. Deuxièmement, ils oui, l'utilisent seul, sans azithromycine, alors que depuis le départ, Raoult explique absolument, qu'il faut le faire avec l'azithromycine, sinon ça marche pas. bien sûr, Et troisièmement, ils le donnent quand les patients sont en totale détresse sont dépassés. respiratoire, ce qui ne marche Voilà. plus, c'est-à-dire qu'on n'est plus en phase virologique. Ben, Donc, c'est ça exactement, ils n'ont plus de ils virus, plombent donc volontairement voilà, comme ça après ils vont dire ah oui, la chloroquine ça ne marche pas. Et à côté, du Bon, je coup, suis il y pas a sûre donc que les gens vont être dupes, mais bon. il y a d'autres bras, du coup, de ce que. Alors, moi, je suis pas du tout expert, hein, mais il y a d'autres Alors les bras autres avec bras, d'autres médicaments, le il y a un Remdesivir, autre c'est ça? Il y a un autre bras qui consiste simplement à ventiler le malade. C'est le bras témoin, quoi, à rien faire finalement, alors qu'on sait que la chloroquine pour les guérir, mais plutôt. Oui, La ça, ce que dit deuxième, Raoult, c'est-à-dire, je fais pas de groupe témoin parce que moi, je suis pas en train de faire de la science, je suis en train de faire de la médecine, donc je soigne, c'est bah ça. oui, je Alors que soigne des gens. Je soigne des gens. ils mettent des bras Bah, eux, témoins pour. ils font semblant de faire de la science, mais c'est pas vraiment de la science très élaborée, parce que le deuxième bras, ils ont pris le Remdesivir. Bon, c'est celui-là qu'ils voulaient dans l'immédiat vendre. C'est Oui, qui est le lié à un Gilead, labo. dont il y a une représentante permanente là sur TF1, donc qui voulait vendre ce truc-là, mais ils vont s'effondrer rapidement puisqu'on commence à savoir que ça marche pas. Et puis surtout, le marrant de l'histoire quand même, c'est que la FDA, l'agence américaine du médicament, rapidement, quand ils ont vu que ça tournait un peu au vinaigre pour ce médicament-là, ils ont donné l'autorisation de le vendre sans essai thérapeutique. C'est trop drôle quand même. Avouez qu'on fait un cinéma à Raoult pour la chloroquine qui est en vente depuis 70 ans, mais par contre, donner du Remdesivir sans essai thérapeutique, ça pose pas de problème. Pour moi, s'ils veulent, mais enfin, le cinéma, quoi. Et puis, il y a un troisième bras
où ils mettent un autre bras quand on met le remdesivir avec un interféron. Alors l'interféron, à la limite, ça risque de marcher. Donc s'il y a un bras qui peut marcher là-dedans, ça sera celui-là, parce que l'interféron alpha, quand même, ça aide les défenses immunitaires. Enfin, quand ils sont en pleine inflammation, ça pourrait marcher. Bon, le plus sympa, c'eût été qu'il le donne tout seul. À ce moment-là, qu'il fasse un bras tout seul avec l'interféron. Moi, à la limite, je veux bien l'interféron, mais je veux pas de remdesivir dont on sait que ça marche pas et que c'est vachement toxique. Oui, donc Voilà, le but, c'est de mettre des médicaments en face parce qu'ils sont quoi? C'est des médicaments qui sont plus chers à la vente, qui pourraient rapporter à des lobbies. Quel est le principe? Ah bah évidemment, attendez, c'est des nouvelles drogues, hein, c'est comme en cancérologie, on les a rédigés un peu là pour mes médicaments hors de prix et souvent inutiles et toxiques. Hein, on avait mis un titre assez gentil, enfin, parce que la plupart sont quand même extrêmement toxiques et pas utiles du tout. Mais bon, faut pas choquer trop les lecteurs ni l'éditeur. Mais voilà, c'est la même chose. C'est tous les nouveaux médicaments, là, les Sivir quelconques, les Humab et tous ces machins-là, qui coûtent les yeux de la tête. Enfin, en tout cas, qui vendent les yeux de la tête. Ils sont pas si chers que ça, forcément, à la fabrication. Mais en tout cas, à la vente, ils les vendent en général 3-5 000 euros par mois, quoi. Donc, vraiment, non, évidemment, c'est une fortune. Vous imaginez, Raoul, il met les pieds dans le plat avec 2 euros pour la chloroquine et, je sais pas, 10 euros pour l'antibiotique. Ça fait 12 euros pendant qu'ils mettent 300, 500, 600, 3000 euros. Enfin, je ne sais pas, mais bon, évidemment, ça n'a pas de rapport. C'est vraiment. C'est deux mondes différents. Il y a le monde des médecins, il y a le monde des chercheurs qui cherchent quand même essentiellement des crédits. Hein. En général, ils trouvent des sous. Alors justement, il y a quand même quelques médecins un peu médiatiques qui ont défendu Raoult et la chloroquine. Je pense à Philippe Douste-Blazy, qui est en plus ancien ministre de la Santé, Christian Perron, qui lui ne comprend pas depuis le début pourquoi on fait tout un cercle. Oui, mais non, Christian Perron, je vais vous dire quand même, c'est le patron, enfin c'est lui qui a formé, théoriquement, l'actuel directeur général de la santé. Moi, je les ai connus tous les deux en 2006 à Garches. Oui, donc, qui était à Garches, Christian Perron, c'est ça. Perron, c'était le patron de Jérôme Salomon. C'était son chef de clinique qui l'envoyait dans les services voir un malade ou pas. Et donc, Perron, c'est quand même une pointure. Ce que je veux dire, c'est pas n'importe qui, Perron. Hein. C'est vraiment Douste-Blazy, d'ailleurs, mais les gens connaissent plus Douste-Blazy, c'est pour ça. Et puis, quand même, depuis, il y a quand même des gens aussi importants que le professeur Maranachi, qui était quand même l'ancien directeur de l'agence. Oui, mais l'ancien directeur de l'agence du médicament, qui en connaissait fait une tribune dans le Figaro. Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, il en connaissait un bout sur les conflits d'intérêts, puisqu'il avait essayé de rendre un peu l'agence plus propre là-dessus, et qu'en fait, c'est lui qui est parti. Là, en fait, moi, je suis pas spécialiste, mais c'est vrai que j'ai lu la tribune dans le Figaro. Alors, il y a du coup le monsieur que vous venez de citer, il y a Fabien Calvo, qui est aussi ex-directeur scientifique de l'Institut national du cancer, et Jean-Luc Arrousseau. Fabien Calvo, c'est un grand. Et alors, Arrousseau, c'est extraordinaire, parce que c'est quand même des gens qui sont complètement dans l'établissement, quand même. Hein. Oui, mais qui sont ex-directeurs, anciens présidents, anciens directeurs généraux. Donc, ça veut dire on s'est fait lourder, maintenant on peut dire la vérité. Alors, on peut alerter. Ils ont peut-être. Oui, alors écoutez, j'en sais rien. Moi, non, Maranachi, honnêtement, il faisait ce qu'il pouvait quand il était à l'agence du médicament. Moi, je vous dis, en gros, il n'a rien réussi à faire parce que les conflits d'intérêts, c'est quand même fort. Donc, il a finalement démissionné. Mais non, il se battait, lui, Maranachi. Bon, Arrousseau, ça m'a plus étonné, mais ils ont le droit d'être médecins, quoi. Ils ont le droit aussi, quand même, d'être médecins. C'est quand même des vieux, si j'ose dire, qui, quand même, ont soigné des gens, ont vu des malades dans des lits, quand même. Puis là, c'est énorme. Et puis, en plus, ils défendent pas, j'ai hier, Nicole de Lépine, dans son coin, sa petite unité à Garches. Ils défendent un monsieur qui est quand même une star internationale, reconnu, chez Brevet de publication, reconnu comme chercheur en virologie par des monceaux de gens à l'international. Donc, vraiment, les journalistes, ils sont choqués, quoi. Ils sont choqués. Les journalistes ont quand même réussi à parler de fake news à propos de Didier Raoult dans les premiers début mars, mi-mars. Ah oui, mais là, mais alors vous avez quand même une brochette de journalistes. Il y a quand même une brochette de journalistes qui disent quand même n'importe quoi. Hein. Ça les gêne pas. Hein. Enfin, pas n'importe quoi, qui démolissent sur ordre le mec qui gêne. Qui gêne les business des labos représentés par Karine Lacombe, pour ne pas la nommer, puisqu'elle passe à la télé tout le temps en oubliant de dire qu'elle est représentante de Gilead.
Ce qui est quand même grave. Gilead fabriquant le remdesivir. Le remdesivir dont on a parlé tout à l'heure. Devrait, ben oui, normalement, elle ne devrait pas passer à la télé pour parler de ces sujets-là. Elle pourrait passer à la télé pour dire qu'elle aime les fleurs bleues, j'en sais rien. Mais ou alors dire oui, c'est ça, ou alors dire d'où je parle. L'indiquer normalement, ça devrait être en bandeau. Madame Karine Lacombe travaille pour le laboratoire Gilead, enfin elle est conseillère, je sais pas comment enfin qu'elle montre qu'elle a un lien avec eux, quoi. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Vous avez écrit un livre sur l'hystérie vaccinale, justement. Je sais qu'actuellement, il y a une 50aine d'études là, qui sont initiées pour trouver un vaccin contre le SARS-CoV-2. L'Agence européenne du médicament estime qu'il n'arrivera pas avant au moins 1 an. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre sur ce volet précis? Il y a une guerre des labos. S'attendre, je ne sais pas, parce que je n'ai pas beaucoup de boules de cristal, mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, un des buts majeurs de la folie qu'on met l'hystérie, là, elle n'est pas vaccinale, mais l'hystérie sur... Bon, si, elle est vaccinale aussi, parce qu'en fait, c'est pour vacciner tous les gens, en disant « Ah, là, c'est grave, le Covid, c'est grave, vous avez vu, il va revenir, il va y avoir la deuxième vague, là, oh là là là, il va falloir vous vacciner. » Enfin, c'est invraisemblable, la folie qu'ils mettent sur les gens, qui marche, hein, parce qu'apparemment, la folie marche quand même mieux que la raison. Et donc, le vaccin, bah oui, il y a 7 vaccins. La Bill Gates essaie de mettre sur le marché 7 vaccins, ou 30, je sais pas, enfin, peu importe. Il y a un nombre de vaccins inimaginable. Et de toute façon, il n'y a peut-être jamais aucun qui marchera. Je rappellerai aux auditeurs quand même que le sida, c'est 1984, par là, on nous a dit formidable, on va faire des vaccins. On est en quoi, 2020, il n'y a toujours pas de vaccin qui marche. C'était Monsieur Lévy, toujours le même d'ailleurs, Monsieur Lévy, qui est de Marine, Madame Buzyn, dont la spécialité, effectivement, d'être virologue, il était à Mont-d'Or, donc il travaillait sur les vaccins à visée anti-sida. Il a déposé je ne sais pas combien de brevets, mais finalement, ils n'ont jamais marché, ces vaccins anti-sida. Ils n'ont donné qu'une augmentation des sida dont l'essai thérapeutique a été fait. En l'occurrence, il a été arrêté. Enfin, ils ont été arrêtés, les essais thérapeutiques là-dessus. Mais bon, c'est pas parce qu'on veut avoir un vaccin que ça va marcher. Il faut arrêter. Puis on n'a pas besoin de vaccin. Ce qu'on fait avec le sida, c'est qu'on réduit la charge virale, en fait. C'était quelque part ce que disait le protocole de Raoult, c'est-à-dire on réduit la charge virale. On réduit la charge virale, mais là, ils n'ont pas. Oui, mais néanmoins, ils ont fait un vaccin qui avait peut-être pour but de réduire la charge virale, mais qui, en l'occurrence, n'a pas marché du tout. Donc, qui, au contraire, faisait augmenter le nombre de sida. Oui, ce qui n'est pas tout à fait le but, effectivement. Non. Et donc là, ça peut être tout à fait la même chose. Je veux dire, quand les gens disent je veux un jour, je ne regarde pas beaucoup de la télé, mais de temps en temps, en zappant, vous êtes sûr qu'on va avoir un vaccin qui marche? Oui, dans un an. Non, mais de quoi? Non, mais quand même, vous êtes sûr qu'on va avoir un vaccin qui marche? C'est hallucinant, quoi. Il n'y a pas besoin de faire d'essais, ils vont dire qu'il marche. Ils vont vous le vendre et puis ils veulent vous le mettre avec des puces. Là, il y a tout le programme de Bill Gates qui est une horreur absolue, pour vous pucer, pour que vous sachiez que vous avez eu ou le vaccin ou le Covid. Enfin, c'est une honte absolue, quoi. Vraiment, il y a une poussée de délire absolu. Ouais, c'est totalitarisme. Moi, je dirais presque du fascisme, parce que franchement, quand tu puces les gens, tu leur fais un tampon pour que tu saches, quand ils passent à côté de toi, qu'il a été vacciné. C'est quand même le monstre. Oui, c'est les toits de jeunes, un petit technologique. C'est les toits de jeunes technologiques. Quand on commence à taguer les gens et à leur mettre des numéros, c'est jamais bon signe en général. Mais je sais pas comment les gens ils peuvent accepter, ne serait-ce que l'idée. Ils ont tellement peur qu'ils disent c'est moins risqué. Bon, il faut arriver à stopper cette peur. Voilà. Alors, complètement, pas en partie, complètement. Justement, on va passer à la partie confinement. Vous êtes très active avec votre mari pour dénoncer le confinement aveugle, qui est en fait le confinement total, où on confine tout le monde. C'est ce qu'on fait. Absolument, oui, total. Oui, il est total, il est aveugle, on met tout le monde en cage. Un article sur le sujet avec votre mari d'ailleurs, et vous expliquez que c'est une mesure illogique, inefficace et dangereuse. Alors pourquoi illogique, pourquoi inefficace et pourquoi dangereuse? Illogique parce qu'elle met en chambre des gens. Alors, on va confiner une famille, bon, on va dire 400 personnes, très bien. Et puis, dans ces 400 personnes, d'abord, il y en a une qui va aller faire les courses. Même si elle ne travaille pas, admettons, elle va aller faire les courses. Elle va être dans un supermarché tassé, parce que garder les marchés ouverts, c'était dangereux. Alors, on a gardé que les supermarchés bien fermés, avec la ventilation, etc. Donc, elle va avoir quand même statistiquement une chance de se contaminer. Et puis, quand même, il y en a qui bossent. Donc, il y a les policiers qui n'ont pas eu le droit d'avoir de masque. Là encore, on vient d'être contrôlés là, en arrivant ici en bas, ils n'avaient pas de masque.
Et donc, on les met quand même en risque, en l'occurrence, parce qu'à force de voir des gens, parce que le risque, en fait, c'est pas de rencontrer une personne qui a le truc, c'est de rencontrer 10, 20 dans la journée. Et là, vous avez une charge virale qui fait que vous allez probablement faire une maladie cliniquement un petit peu plus importante qu'autrement. Et puis, il y a les infirmières, évidemment, les infirmières, les aides-soignants, tous ces gens-là, ils rentrent chez eux le soir, alors ils vous disent des tas de procédures, je prends ma douche, je change les vêtements, etc. Enfin, ça va, quoi. Faut pas, quand on vit avec les gens, s'ils ont un virus, on l'attrape, faut arrêter. Donc, en fait, on confine les gens dans un petit espace, pas tellement aéré, parce que les gens ont peur d'ouvrir la fenêtre. Moi, j'ai jamais vu aussi peu de fenêtres ouvertes ici, c'est incroyable, pourtant il fait beau. Donc ils sont en confinement, pas très aérés. Évidemment, ils sont 100 000 fois plus au risque. Bon, alors c'est illogique, c'est dangereux, parce que de toute façon, le confinement, la prison, ça n'a jamais été bon pour la santé. Hein. Il y a des suicides partout. Là, maintenant, on commence au bout d'un mois à avoir pas mal de gens bon, les femmes battues, les violences, tout ça, ils l'ont dit, mais en plus, il y a quand même, nous, comme médecins, encore une fois, nos anciens malades nous téléphonent. Bon, on a les ulcères, on a la dépression, tout ça. Donc, effectivement, c'est une vraie catastrophe, quoi. Oui, parce que effectivement, ce qu'on n'a pas tout de suite analysé, c'est que les effets secondaires du confinement, ça peut être obésité, diabète, dépression, divorce, Oui, et puis, violence conjugale, ce qui est en train de violence effectivement de conjugale, là, s'envenir tout de parce suite, que ils en diront relativement tout, mais il y a aussi les enfants battus, il y a aussi les parents battus. À partir du moment où vous étiez quelques personnes tout le temps ensemble, ça se faisait pas mal. Et puis, vous avez évidemment toutes les maladies chroniques qui sont plus traitées, parce que bon, maintenant, ils disent, faut aller voir votre médecin. Enfin, pendant un moment, ils ont bien dit, priorité Covid, non, qu'on ne voit pas les urgences. Donc, toutes les maladies qu'attendaient, elles sont en train de s'aggraver. Hein. c'est Puis peut-être alors, aussi il y pour a ça plus, je que sais pas, les vous avez gens remarqué, il y a plus, que. non, quand vous dites, c'est quand même, les gens se laissent, comme ça, enfermer chez eux, pucer, mais c'est vrai que cette psychose, d'une certaine manière, a été entretenue. Quand Macron dit, «C'est la Ah bah, guerre, c'est la guerre, c'est la guerre» et qui dit: «On arrête de ils font traiter que tout le ça. monde chez soi, on ne traite plus aucune maladie à part le Ah coronavirus», les gens se oui, disent, c'est évident. «C'est le retour de la peste bubonique» et donc en fait, on ne dit pas Oui, c'est exactement le ça, ils sont retour. sidérés. Alors, c'est pas du tout ça. S'il y a 15 000 morts, c'est moins que certaines années la grippe saisonnière qui, de temps en temps, c'est 25 000, voire 50 000 de temps en temps. Bon, il n'y avait Tout le monde s'en pas. fout à ce Il y a eu moment-là, des d'ailleurs. mal. Ben oui, tout le monde s'en fout. Bon, il y a eu des malades graves, on ne le nie pas, mais enfin, comme toujours dans les hôpitaux. Alors, moi, ce qui me fait Ça aussi n'empêche pas de pleurer, c'est réfléchir, ouais. les. Ben oui, puis c'est les soignants qui disent, ah, venez voir, j'ai un malade qui respire pas. Ben oui, mais alors qu'est-ce que je fais dans mon service de cancéro, moi? On arrête la vie? Je veux dire, on a tous vu des malades graves, quoi. C'est pas une raison objective. Ils sont dans l'émotion, je comprends. Ils sont tristes, ils sont angoissés, ils sont fatigués, tout ce qu'on veut. On peut leur trouver toutes les excuses. Mais c'est quand même pas un argument pour dire qu'il faut être confiné. Restez chez vous, restez chez vous. Qu'est-ce que ça fait? Ils n'ont pas réfléchi 2 minutes que c'est pas efficace. Donc là, on vous enverra, j'ai fait ce matin un beau diagramme qui montre que depuis le confinement, la courbe de mortalité a flambé en France. Avant le confinement, on était beaucoup plus bas, notre nombre de morts augmentait gentiment, et là, hop, on a flambé. Donc Parce que effectivement, c'est l'idée de de base, c'était mortalité. donc aplatir la courbe, hein, c'est-à-dire voilà Ouais, pour qu'il y ait des places en réa, mais à côté, alors en plus, ça, c'est un mensonge, mais alors monstrueux. Les lits sont vides dans les hôpitaux publics, les hôpitaux privés. Il y a des tas d'anesthésistes qui sont là à côté de leur machine en disant quand est-ce qu'on m'envoie un malade. Il y a ouais, des ça dépend des internes. zones en fait. Il y a des zones qui sont Ouais, ouais, un enfin, peu. non, 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 parce qu'à Paris, les internes de l'hôpital Tenon, on est en plein à Paris, hein, Paris 20e, ils disent qu'ils s'ennuient parce qu'ils ne savent pas quoi faire, parce que bon, c'est beau de voir quelques Covid dans la journée, mais il y en aura le bol, on n'a rien à faire. Non, 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 c'est partout, il y a des lits vides partout, même dans le Grand Est, il y avait des lits vides. Attendez, il y a des gens, ils vous ont montré les lits vides dans les cliniques de réanimation, et il y avait un hôpital où il n'y avait qu'une porte à ouvrir entre les lits surchargés et de l'autre côté la clinique vide, mais ça fait rien, c'était mieux de les envoyer en hélicoptère, avec le TGV ou les avions, là ça faisait bien, on faisait la guerre. Et c'était pas une stratégie de Macron pour masquer tout. Enfin, Macron, je parle Macron, on va dire Oui, l'exécutif oui, d'une au manière sens générale, large, oui. pour masquer, c'est le cas de le dire, le fait qu'en termes de matériel, voilà, les Non, soignants moi je n'avaient crois que ni de c'était sous-blouse, ni de moi je masque, crois ni que rien. c'était je crois que c'était surtout pour activer la peur. Alors effectivement, pas soigner, pas soigner. Bon, pendant ce temps-là, on active la peur, les gens sont sidérés et on passe les lois scélérates, là, comme celles qui vont passer le 27-28 mars, par là, sur sur le temps de Géolocalisation, travail, oui, les 48 travail, heures, ouais. les dimanches et tout ce qu'on veut, voilà. Et les gens ne bougent pas.
Enfin, je dis pas qu'ils mangent pas, ils râlent sûrement chez eux à côté de la voisine ou de Oui, mais leur c'est vrai que femme le qui en prend sur confinement est la quand tête. même Mais relativement bien respecté, hein, même quand on dit qu'on peut. Alors, la géolocalisation, c'était voilà, c'est si jamais vous acceptez, enfin, c'est pas discrétionnaire, hein, c'est si vous acceptez, vous pouvez donner, laisser vos données, mais ce qui effectivement, quand on parle de loi scélérate, c'est l'idée que une fois qu'on aura fait passer des lois dans une situation voilà, d'exception, elles rentrent ensuite dans le droit commun et finalement tout le monde oublie et puis on se retrouve avec moins de liberté, quoi. ouais, bah, Les c'est comme ça libertés qu'on passe publiques discrètement régressent. au fascisme de fascisme ordinaire ou même pas ordinaire, de marche en marche, ça s'aggrave Vous à chaque diriez que fois. que c'est une dictature déguisée, parce que je crois que je l'ai lu, je sais plus dans un de vos articles. Je sais plus si c'était Bah, en sur tout cas, Agora. oui, oui, on est en train de passer dans une dictature encore un peu déguisée. Mais bon, je veux dire, moi, franchement, là, sortir de chez moi pour avoir un meilleur réseau et me faire contrôler par deux policiers qui passaient par là, je trouve Qui n'ont pas ça de masque d'ailleurs. qui n'ont pas de masque au passage, d'ailleurs. Donc, ils sont en danger eux-mêmes aussi. Alors sur le confinement, je sais que votre mari Gérard qui est à côté de Ah vous, oui, je vais vous le a- passer parce que c'est important qu'il vous parle oui, il a produit un de, article récemment sur le ah, dénommé Neil Ferguson. voilà, sur l'origine, comment Macron a pu prendre une telle décision débile de confinement global. En fait, bah, comme tous les gens, il est conseillé. Il y a un monsieur qui s'appelle Ferguson, qui fait partie de l'Imperial College de Collège, qui est Londres, statisticien. et qui est venu lui donner ses résultats. Je vous passe Gérard. Je vous en prie. Bonjour Gérard. Bonjour. Oui, Alors, donc Ferguson est un bon mathématicien qui passe sa vie à faire des simulations. Il dispose d'une grande équipe, c'est pas un monsieur tout seul, et beaucoup d'ordinateurs. Et il fait les simulations, ce qu'on fait en sciences dures, sans problème, et avec d'excellents résultats. Par exemple, toutes les ailes d'avion actuellement, on ne les fait plus en soufflerie, on fait des simulations pour voir. Donc on reproduit l'objet mathématiquement, on a un objet virtuel mathématique qui reproduit l'aile, et donc on peut s'amuser à changer ses caractéristiques, et en changeant ses caractéristiques, on voit si ça améliore ses performances. Alors, ça marche très bien en sciences dures, en mathématiques, ça marche très bien en physique, ça marche très bien en chimie. On peut comme ça simuler des réactions chimiques. Ça marche aussi pour vérifier notre bombe atomique, actuellement, enfin notre bombe thermonucléaire plus exactement. C'est pour ça qu'on n'a plus besoin de faire d'essais. Et ils ont voulu appliquer cette technique qui est très bien et très productive en sciences dures aux sciences biologiques, et en particulier à la médecine. et là, forcément, les modèles mathématiques fonctionnent moins bien. Les modèles mathématiques sont très bien, sauf qu'il y a une différence majeure. C'est que dans les sciences dures, les lois sont immuables. De temps en temps, il y a un Einstein qui dit il y a peut-être une relativité. Enfin, ça arrive tous les 500 ans. Par contre, le problème, c'est que l'homme est toujours unique et tout homme est différent d'un autre. Tous différents, tous uniques. On a des réactions différentes. Et d'autre part, l'homme, comme tout être vivant, s'adapte. Un microbe, il s'adapte. Quand on lui donne un antibiotique, il apprend à résister. Quand à l'homme, on lui propose quelque chose, il change aussi ses comportements. Et ça, les modèles sont incapables de le prévoir, évidemment. Et ils s'appliquent sur des lois immuables. Donc, appliquer des modèles mathématiques aux conduites des hommes, ça introduit une incertitude considérable. Et l'incertitude, elle a été vérifiée. Parce que l'Imperial College n'est pas à son coup d'essai. Ils ont quand même réussi un coup de maître il y a une vingtaine d'années à propos de la grippe H1N1. Oui, parce que le monsieur Ferguson travaillait déjà sur le virus de la vache folle, hein, c'est ça que j'avais cru comprendre, dans les années 2000. Non, ça je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je suis désolé, je ne m'intéresse pas à les vétérinaires. Par contre, effectivement, la grippe H1N1, c'est lui qui a fait le modèle grâce auquel l'OMS a déclaré qu'il allait arriver une pandémie et que ça allait être une catastrophe, un petit peu le modèle qu'ils nous font actuellement, exactement le même, et que par exemple, au Canada, il y aurait 8000 morts. Sauf qu'après la fameuse passage de la grippe H1N1, au Canada, ils ont compté 461 morts, non pas 8000. Il y avait un problème dans les conclusions, pas de doute. En France, cette grippe a été qualifiée de grippette. Elle nous a quand même coûté, grâce à cette prédiction, 2 milliards d'euros. Et toute l'Europe s'est moquée de la France. On est Pas que l'Europe, d'ailleurs, malheureusement. La risée du monde, presque.
Oui, oui, tout à fait. Donc, il avait quand même quelques antécédents, M. Ferguson, mais il n'empêche que c'est l'Imperial College et que l'OMS a gardé son modèle. Et alors, donc, il a fait sa simulation en prenant, c'est très intéressant, le modèle de la grippe H1N1 qu'il avait appliqué pour la grippe H1N1. Il l'a un petit peu modifié en examinant les données dont il disposait, qui étaient les données de Chine essentiellement et du Diamond Princess, parce qu'il a fait son modèle assez tôt. Donc, il avait des données fragmentaires, trop précoces et peut-être un peu erronées. Parce qu'on sait que les Chinois ne brillent pas par leur transparence toujours, et qu'en particulier sur le tout début de l'épidémie, ils avaient un peu triché. Ils l'ont placé en décembre, alors que le donneur d'alerte qui après est disparu traîtreusement de Chine, il est mort, soi-disant du virus, lui avait trouvé que l'épidémie avait commencé au moins un mois plus tôt. Et ça change complètement les modèles, hein, la date de début. Alors, par exemple aussi, il a dit attention, ça double tous les 5 jours. Si on regarde les chiffres, par exemple, qui ont précédé la prise de décision de M. Macron en phase de confinement, eh bien, le taux d'infectés ne doublait pas du tout tous les 5 jours. Donc là aussi, le modèle ne correspondait pas à ce qu'on observe. On reconnaît un scientifique à ce qu'il teste ses hypothèses, et si les résultats observés, vrais, réels, avérés, ne correspondent pas aux hypothèses, on change de modèle. Ça n'a pas été fait. Alors, il est arrivé, M. Ferguson, et il a vu Macron, il lui a dit c'est la catastrophe terrible, c'est la peste qu'on avait annoncée le moment de la grippe H1N1, et en pire, il va y avoir 2 millions de morts aux États-Unis, 500 000 en Grande-Bretagne et autant en France. Et le seul moyen. C'est les premiers chiffres qui sont sortis d'ailleurs. Je me souviens qu'en mars, il y avait un article du Monde où je crois que Édouard Philippe disait il pourrait y avoir 500 000 morts potentiellement. Donc ça venait du modèle prévu par le. Uniquement du modèle de Ferguson. Oui, oui, uniquement. Et à cette époque, le modèle n'était pas critiquable puisqu'il était secret défense. Le gouvernement l'avait eu, mais personne d'autre l'avait eu. Oui, parce que personne ne comprenait ces chiffres au début. Ils étaient sortis et on disait pourquoi 500 000 et puis on ne savait pas. C'était sorti d'une simulation par ordinateur avec le même programme que la grippe H1N1. D'accord. Vous avez la clé. Bon. Alors, c'est quand même intéressant de l'étudier en détail. Alors, c'était pavé d'erreurs. Ils ont très bien travaillé au point de vue mathématique, il n'y a rien à dire. Hein. Mais quand on part avec des hypothèses fausses, on obtient un résultat faux. C'est pas parce que c'est mouliné par l'ordinateur que l'ordinateur corrige les fautes. Si une hypothèse est fausse, comme disent cavalièrement les Américains, shit in, shit out. Hein. Oui. Bon, je ne traduirai pas. Mais c'est la réalité que tous les mathématiciens, tous les gens qui utilisent l'informatique savent. La vérification des données de base, c'est la clé de tout le problème. Donc, il a fait peur et il a convaincu, parce que dans ces modèles, il avait dit on peut faire une quarantaine classique, c'est-à-dire le traitement médical traditionnel des épidémies, on bloque les frontières, on isole les malades et ceux qui ont la maladie, même s'ils sont bien portants, et on donne un traitement. Et en isolant les malades, le temps qu'il faut pour qu'ils soient plus capables de transmettre la maladie s'éteint. On a toujours fait. C'est ce que voulait faire Raoult d'ailleurs. Non, mais c'est pas ce que veut faire Raoult. C'est ce qu'on a toujours fait dans l'humanité. C'est comme ça qu'on a fait disparaître la peste. C'est comme ça qu'on a fait disparaître le choléra. Hein? Au moment de la guerre, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait le choléra en Russie de manière effroyable. On a créé des zones d'isolement et tous les gens étaient confinés, mais uniquement les malades. Et le temps qu'il fallait pour qu'ils se débarrassent de la maladie. C'est le traitement médical normal de toute épidémie. Tout le monde le sait. Et là, les Chinois ont inventé un traitement à la chinoise qui on enferme tout le monde. Ça les arrangeait peut-être pour diverses raisons, j'en sais rien. Les autres Asiatiques qui avaient des traditions davantage démocratiques, que ce soit Taïwan, que ce soit la Corée du Sud, qui a été confrontée quand même à une vraie épidémie, où ça a attaqué dur, ou le Japon, ils ont réagi à l'ancienne, selon des méthodes médicales éprouvées. Ils ont fermé leurs frontières, ils ont isolé les malades, ils ont demandé à tous les gens de porter des masques, et ils ont résolu le problème. Actuellement, le Japon est à 88 morts, alors que nous, en France, on est à 15 000, ou à peu près. Et le Japon a 2 fois plus d'habitants que nous. La Corée du Sud sont pareil, avec des chiffres extrêmement bas. Donc tous ces pays asiatiques, que ce soit la Corée du Sud,
Taïwan, le Japon, Singapour. 4 pays ont vaincu l'épidémie. Hein. Et puis en Europe, les pays du Nord en général, dont l'Allemagne n'a pas confiné. L'Allemagne a isolé les malades et demandé aux gens de supprimer effectivement les boîtes, faire. Et là, le terme du confinement qu'ils présentent, quand ils disent tel pays continue le confinement, c'est faux. C'est pas du tout. En fait, ils font la quarantaine, ils font un traitement médical traditionnel. Et nous, ce n'est pas du tout un traitement médical traditionnel qu'on nous applique. C'est un traitement total à la chinoise expérimental, puisque personne n'a jusqu'à présent réussi à faire quelque chose de démontrer que ça marchait. Alors c'est d'autant plus fou que l'Italie avait commencé avant nous et que l'Italie est avec l'Espagne qui a aussi confiné à la française, à la latine on pourrait dire, et ces pays-là sont en tête du record du monde des morts par million d'habitants. Donc c'est tout à fait attristant, quoi. Enfin on n'est plus tout à fait dans le trio, maintenant on est 4e au point de vue du nombre de morts par million d'habitants, parce que les Belges qui ont confiné à la française, enfin eux ils n'ont pas eu l'Ausweis quand même, ils ne sont pas obligés en plus de montrer un papier à leurs flics. Mais enfin ils ont fait la même technique que nous, on bloque tout le monde, on mélange les bien portants et les malades, et ils sont maintenant les 3e en nombre de morts par million d'habitants. Et nous maintenant on n'est plus 3e, on est 4e. En tout cas, pour vous donner une idée, l'Espagne est aux alentours de 300 morts par million d'habitants, l'Italie vers 260, la Belgique est à 170 ou 180, et nous on est environ à 130. Pendant ce temps-là, l'Allemagne elle est à 21. C'est quand même un vrai problème. Hein. Par million d'habitants, vous voyez un peu, 10 fois moins, quoi. Donc on peut dire que la France, là, on a subi une débâcle comme en 40 en face de l'Allemagne, totalement. Et on a les mêmes conséquences, puisque en 40, on a eu Vichy, et maintenant, on a une loi d'exception en France qui n'est pas justifiée par cette anomalie. Cette infection qui, finalement, pour l'instant, au niveau mondial, est bien loin de tuer autant que la grippe saisonnière. Je rappelle, la grippe saisonnière, 500 000 morts par an, d'après l'OMS, et le Covid, là, il est monté à 120 000, je crois. Et enfin, on est encore loin, on est quand même au quart. On notera d'ailleurs que parce qu'on parlait au début, je pense que vous entendiez avec Madame de Lépine, de l'hôpital public qui se managérialise de plus en plus avec des indicateurs de performance, de rendement, etc. Donc c'est des gens, ce ne sont pas des médecins. Médecine, c'est ça. Là, quelque part, tout fondé sur des modèles mathématiques, oui, c'est tout faire de l'algorithmie avec la biologie, on est toujours dans la même logique de superstructure et de technique qui est très loin de la médecine hippocratique. Hein, toujours. C'est un monde global. Hein. On voit que les problèmes viennent des mêmes endroits. Tout à fait. Au début, quand l'ordinateur est apparu, les dirigeants étaient très fiers parce qu'ils espéraient par la petite machine pouvoir avoir toutes les données de leur pays et pouvoir régenter tout le monde. Hein. Orwell il y avait de l'espoir pour les oui, c'est les années 40, développement de 38-40, développement de l'informatique. Orwell, c'est les années 40 aussi, 40. Oui, enfin, c'est comme après. Enfin, je veux dire, c'est le tout début. Le super ordinateur, oui. Après, c'est 70, oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça. Le rêve des technocrates, c'est de passer de médecin. Le rêve des dirigeants, c'est de se passer de tous les métiers. Ils veulent se passer de médecin, comme ils veulent se passer d'avocat, comme ils veulent se passer de boulanger, comme ils veulent et d'instit. C'est quand même le rêve, tout par la technologie. C'est plus facile à contrôler qu'un homme. Sauf que dans la médecine, la vraie médecine, c'est le colloque singulier, c'est l'abord du malade. Quand je donnais un traitement, moi, ou quand je décidais une opération avec mon malade, c'était bien sûr en fonction de sa maladie, de l'extension de la maladie, etc. Mais c'était aussi en fonction de ses besoins. Qu'est-ce qu'il voulait faire plus tard ? Qu'est-ce qu'il aurait comme besoin ? Je ne traitais pas de la même manière un champion de perche international et un bureaucrate. Il faut adapter tous les traitements aux gens qui le reçoivent. Il faut les adapter à la maladie d'une part, mais déjà les maladies sont toutes différentes aussi, les germes ne sont pas les mêmes. Et puis il faut l'adapter à la personne qui va recevoir le traitement et à ses désirs. Nous, on est là, le médecin, pour proposer au malade le meilleur traitement pour répondre à son attente. Et ça dans la logique start-up rentabilité, ça fonctionne mal, quoi. Vous prenez trop de temps. Ça n'existe pas. Ça n'a pas sa place. On est bien d'accord. Écoutez, on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que vous ou votre compagne vouliez peut-être ajouter quelque chose sur un point qu'on n'aurait pas abordé ? Je ne sais pas. Je vous la passe.
Bon, bah écoutez, merci. Et bon, je répète qu'il faut rassurer les gens. Bon, cette épidémie, bon, elle est pas marrante, mais je veux dire, elle n'est pas pire que la grippe saisonnière et il n'y a aucune raison, enfin, ou même, elle est peut-être moins grave que certaines grippes saisonnières, et il n'y a aucune raison de laisser toute la France en prison, les vieux comme les jeunes. Je crois qu'on n'a peut-être pas parlé des EHPAD. Il faut absolument que les gens qui ont des familles en EHPAD et auxquelles ils tiennent, ils aillent les voir, qu'ils insistent, et puis s'ils n'arrivent encore pas, mais ça, je pense qu'on va pouvoir réussir un peu avec ce qu'a dit Macron hier soir, de quand même imposer les visites dans les EHPAD. Oui, j'ai noté ça, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, Ouais. mais il y a eu quand même au départ l'interdiction très d'accompagner la mort des proches. C'est quand même un scandale anthropologique. Monstrueux. Non, mais pas les proches. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas le droit, ils n'ont toujours pas le droit de visite. C'est-à-dire que, je sais pas, moi j'ai eu plein d'exemples de vieux couples. Vous voyez, il y en a un, j'ai vu hier, ça faisait 72 ans qu'ils vivaient ensemble, ils s'étaient jamais quittés plus de 24 heures. Et la craque, la dame, elle allait le nourrir et on lui dit, vous n'y allez pas. Il n'a pas besoin de Covid pour mourir, celui-là. Je dis, il se laisse aller, évidemment, que dans tous les Covid, je ne veux pas innocenter le virus, mais enfin, dans tous les morts des EHPAD, il y a la mort liée au virus, et puis il y a le mort avec le virus à côté, mais puis il y a le mort qui s'est laissé aller, puis il y a le mort qu'on a quand même envoyé à de Patresse avec le Rivotril et le décret récent. Mais si parce qu'il y a beaucoup de gens dans les EHPAD qui tiennent aussi pour les visites qu'ils reçoivent des gens de leurs proches, etc. Évidemment, donc si on leur enlève ça, leurs proches, mais pas seulement. D'ailleurs, les bénévoles, ils font des activités, ils ont de la musique, ils font des tas de trucs avec ou les animateurs, tout ça interdit. Et attendez, pire que ça. Et les kinés et les orthophonistes qui viennent de les faire avaler pour les dysphagiques, enfin tout ça, on ne sait pas comment on va les retrouver. Ils n'ont plus de muscles. Là, je voyais les kinés qui disaient en 4 semaines, nos patients, ils n'ont plus de muscles au bout de 2 mois. Ah bah oui, donc c'est complètement. Je ne sais pas qui a pu prendre une décision aussi débile, mais même plus. Ils sont habitués, ça veut dire parce que je sais pas. Moi, je sais pas quand est-ce qu'ils ont pu. Je sais pas si c'est le ministre de l'Intérieur qui a voulu appliquer. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas qui, parce que un médecin interdire, un vrai médecin. Alors évidemment, là, on a des faux médecins, mais quand même un médecin de santé publique interdire la visite des personnes âgées. Donc, franchement, le message pour les personnes âgées, il faut absolument qu'ils les sortent, s'ils peuvent les sortir, parce que bon, ça va traîner cette histoire-là, 1 mois, 2 mois, mais de toute façon, ils vont être obligés de relaisser les visites. Qu'ils les sortent, ça leur fera des vacances. Et puis, ceux qui peuvent vraiment pas les sortir, qui se débrouillent, de faire des grosses pétitions, je sais pas, pour que les gens aient droit et aux visites des proches et à leurs soins, quoi, aux kinés, aux orthophonistes, je sais pas, aux libraires. Enfin, il y a tas de gens qui viennent leur rendre visite, qui les occupent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas des objets, quoi. Alors, en plus, grande décision, là, oui, c'est pas bien, on les met tous ensemble, donc maintenant, on va les isoler. Alors, bon, évidemment, logiquement, sur le plan du virus, c'est pas complètement idiot d'isoler dans leur chambre chacun. Enfin, là, vous le tuez définitivement. Il est tout seul, il va avoir quoi comme visite? Vite l'aide-soignante qui va poser vite son repas en 2 minutes parce que la pauvre, elle n'a pas le temps, qui va lui changer une couche 2 fois par jour parce qu'on n'en a pas plus, et puis le reste du temps, elle sera toute seule. Ceux-là, ils vont mourir vite, je peux vous dire. Non, c'est affreux. Faut sortir de là. Merci beaucoup en tout cas. Et quant à nos auditeurs, on les retrouvera très prochainement pour un nouvel entretien de la quarantaine. Et puis d'ici là, que chacun se porte bien. S'ils veulent des infos, qu'ils n'hésitent pas à envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Ça marche, on mettra ça en description de la vidéo. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas de votre invitation. Merci. Bonne journée, au revoir. Vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives? Suivez-nous sur Facebook, abonnez-vous à nos groupes.